Rome, 10 h du matin. Comme chaque jour, la ville s'apprête à accueillir des milliers de touristes. Mais aujourd'hui, au pied du Colisée, les visiteurs vont assister à un événement exceptionnel. Boucliers, casques, lances, ils sont 2000 participants venus de toute l'Europe et ils vont mettre leurs plus beaux costumes. C'est l'anniversaire de la ville, fondée en 753 avant Jésus-Christ. Carmelo n'aurait manqué cette occasion pour rien au monde. Il a même son nom de scène. Maintenant, je suis Spigoulos. Carmelo, il est allé en vacances et il retourne ce soir. Et donc, ça commence avec Spigoulos. Carmelo est restaurateur, mais aujourd'hui, il est chef des gladiateurs et il se sent investi d'une mission, entretenir la légende de sa ville. Moi, je suis né à Rome. Il y a un attachement de 7 générations. Je me sens romain. Je suis vraiment très fier d'habiter ici. Devant les touristes, avec sa petite armée, il va assurer le show, surtout aux abords du Colisée. C'est ici, dans le plus célèbre amphithéâtre du monde, qu'avaient lieu les Jeux du cirque. Ici que se battaient les gladiateurs devant l'empereur. La parade va durer une bonne partie de la journée. À l'avant, sous 35 degrés, les nymphes, venues de Roumanie, commencent à faiblir sous leur peau de bête. Ça fait 3 ou 4 kilomètres qu'on marche. Mais là, j'ai l'impression que ça en fait déjà 7. Après le défilé, place au combat sous le regard de Jules César. Carmelo prend son rôle très à cœur. Cet événement n'a lieu qu'une fois par an et les touristes sont conquis. C'est génial. Oui, c'est très intéressant, j'adore. Ouais, c'est top. Rome, c'est 10 millions de visiteurs chaque année, la 3e capitale touristique européenne, derrière Paris et Londres. Visiter la cité éternelle, c'est remonter le temps, le Colisée pour l'Empire romain, la Villa Borghese et ses joyaux de la Renaissance, ou encore le Vatican qui a vu défiler tant de papes et de pèlerins. Mais Rome et sa splendeur sont en danger. La ville est gangrénée par le crime organisé. Il y a un an, le conseil municipal corrompu est dissous et une partie de ses membres est arrêtée pour association mafieuse. Descendre. Le nouveau maire a nommé un juge anti-mafia, Alfonso Sabella, pour remettre de l'ordre dans la capitale. On n'a eu aucun contrôle sur ce qu'il s'est passé ici pendant des années. À Ostie, la station balnéaire de Rome, la plage publique a été transformée illégalement en plage privée. Ça, c'est illégal. De ce mur jusque-là. Et qu'est-ce que vous allez faire? On le détruit. Est-ce que tu te rends bien compte de ce que tu fais? C'est toi le mafieux! Dans le centre historique, les autorités regagnent aussi du terrain, Ça, c'est pas un hôtel. face à des commerçants qui se sont accordés tous les droits. Vous n'avez pas les autorisations pour les tables dehors. Alors il faut les enlever. Et certains restaurateurs n'hésitent pas à servir de la viande avariée. Allez, laisse tomber. De toute façon, je sais tout fermer. La nouvelle municipalité a du pain sur la planche. Même la profession de guide est touchée. Nous avons infiltré l'une des plus grandes agences qui arnaque les vacanciers. Tu es guide? Non, j'ai pas la carte officielle. Ok, tu peux le faire quand même. Ici, on paye 10 € par touriste. Autre problème pour la mairie de Rome, le hooliganisme. Nous avons pu filmer les ultras de la Lazio, les nostalgiques du fascisme. À la veille d'un grand match, ils vont s'allier avec les hooligans polonais. Ils vont mettre la ville à sac. Néofascistes, mafieux et arnaqueurs, bienvenue à Rome, à l'heure du grand ménage. Pour visiter Rome, il faut savoir s'armer de patience, comme ici, au Vatican. Avec 5 millions de visiteurs chaque année, il y a souvent 3 à 4 heures de queue pour découvrir la chapelle Sixtine, parfois sous un soleil de plomb.
Au Colisée, même problème. Autant de visiteurs et là aussi des heures d'attente. Alors pour couper les fils, des dizaines de rabatteurs proposent une offre alléchante. Vous pouvez prendre un guide, c'est la meilleure solution. Comme ça, vous n'avez pas à faire la queue. Si vous y allez tout seul, vous allez attendre un bon moment. Que valent ces visites? Vous allez voir qu'elles cachent parfois de grosses arnaques. Pour notre enquête, nous achetons un ticket à cet homme. Moi, je vous conseille de profiter. C'est la meilleure guide qu'on a, il n'a pas d'accent, il parle très bien français. La guide que l'on nous propose, c'est cette femme. Nous l'appellerons Laurie. Soyez les bienvenus à Rome. C'est la première fois que vous venez. Vous êtes déjà venu, vous connaissez la ville par cœur. Première fois. C'est la première fois. La visite commence et dès ses premiers mots, la guide raconte au groupe une absurdité concernant le métal qui est écoulé dans les murs pour les consolider. Approchez. Vous voyez les trous partout, non? Pourquoi c'est comme il y a tous ces trous? Benito Mussolini, il avait besoin de métal pour construire les armes de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc il décide de creuser. Voilà les trous. Selon Laurie, Benito Mussolini aurait dépouillé le Colisée de tout son métal, et ceci en quantité astronomique. Et il en a pris beaucoup alors? Ils ont pris des tonnes. Des tonnes? Presque 300 000 tonnes a été retrouvées. 300 000 tonnes de métal? Waouh! 300 000 tonnes de métal, c'est l'équivalent de 30 tours Eiffel. Pour vérifier ces informations douteuses, nous interrogeons une guide réputée, Anne-Caroline, une Française qui a étudié à la Villa Médicis. Ça a été pillé tout au long du Moyen-Âge. Le peuple et à la fois aussi les cardinaux et les papes se servaient directement dans le Colisée comme ils ont fait dans d'autres sites archéologiques. Donc Mussolini n'a absolument pas touché au Colisée pour fabriquer des canons. Non, plutôt pour restaurer. Nous poursuivons notre visite avec Laurie. Elle nous parle à présent du nombre de personnes décédées ici, notamment lors des Jeux du cirque. Après 500 années d'activité, il y a eu 6 millions de morts. 6 millions de morts? 6 millions de morts ici, mais dans le Colisée? Dans le Colisée, c'est le monument qui a fait le plus de morts au monde. 6 millions de morts au Colisée. Anne-Caroline est plus modérée dans ses propos. Il y a un historien, donc Alberto Angela, a estimé que c'était 1,5 million de morts peut-être. On est loin des 6 millions? Oui, on est assez loin des 6 millions, oui, effectivement. À la sortie, la démonstration est sans appel. D'un côté, une visite académique et de l'autre, des approximations et des contre-vérités. Comme Anne-Caroline et Laurie, ils sont 4000 guides à posséder la carte officielle. Mais ce n'est pas toujours un gage de qualité. Et pourtant, il y aurait encore pire sur le marché, les faux guides. On se rend compte qu'il y a de plus en plus de guides abusifs, comme on les appelle, qui n'ont pas la carte et qui pourtant travaillent énormément quand même sur Rome. On en voit un petit peu trop effectivement à notre goût, surtout ces agences qui les emploient. C'est ça qui effectivement nous cause problème. Et vous allez voir que ces agences qui emploient des faux guides ont pourtant pignon sur rue. Notre enquête se poursuit dans l'une d'entre elles, située à 2 pas du Colisée. Sur son site internet, l'entreprise n'hésite pas à mettre en avant son excellence dans le domaine des visites guidées. Confiez vos vacances à quelqu'un qui connaît la ville comme sa poche. Notre journaliste, équipé d'une caméra cachée, va tenter de se faire embaucher comme guide touristique dans cette agence. Il va rencontrer la gérante de l'entreprise et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'entretien d'embauche est original. Bonjour, je suis français de langue maternelle et je voulais savoir si je pouvais devenir guide. J'ai fait un peu d'histoire. Mais tu es guide, toi? Non, je n'ai pas la carte officielle. Nous, on a besoin de guides français. Le seul problème, c'est qu'il y a souvent des contrôles. Ah. Donc il faut que tu restes aux aguets. Il semble que l'entreprise ait du travail à nous offrir. Mais tu peux le faire. Ici, tu es payé 10 € par touriste. Évidemment, le billet d'entrée est à ta charge. Et tu connais un peu le Colisée? Oui, je connais. J'y ai déjà fait un petit tour. Donc tu sais expliquer, mais par contre, pas comme un professeur. Tu sais faire un peu de blague? Parce que c'est important, ça. Oui, bien sûr. Il faut aussi garder le touriste à l'ombre, parce qu'il fait très chaud. Sinon, il se plaint. Aucun diplôme, aucun papier n'est demandé à notre journaliste. L'entretien s'est bien passé. En 10 minutes, le voilà embauché. On lui propose de commencer le lendemain. Si tu veux, tu peux commencer dimanche. Oui, volontiers. On te paiera tout de suite, au comptant.
D'accord, content. Ok. Merci encore. Au revoir, bonne journée. À la sortie, un employé achève de nous raconter toutes les petites combines de l'entreprise. Au Colisée, il y a un gros marché de français. C'est une langue qui se vend bien. Ici, il y a beaucoup d'argent à se faire avec toutes ces agences. Qu'est-ce qui se passe si je me fais choper? Tu te fais dégager, toi et ton groupe. Ah oui, c'est moche. À ce moment-là, il faut que tu appelles vite l'agence pour qu'on t'envoie un guide officiel pour te sauver. Ça ne sera pas la première fois, c'est déjà arrivé. Cette importante agence semble réussir à berner de nombreux touristes chaque jour. Nous décidons alors de tenter l'expérience jusqu'au bout. Le lendemain, comme prévu, nous nous présentons devant la société. Plusieurs touristes attendent déjà. Nous sommes dimanche, jour de grande affluence pour les visites. Notre journaliste se voit confier 12 touristes pour visiter le Colisée. Le Colisée, vous avez dû tous déjà entreapercevoir le peu de temps que vous avez pu passer ici. En fait, c'est le théâtre Flavien, son vrai nom original. À l'entrée réservée au groupe, il y a 2 policiers. Ils contrôlent les sacs, mais ne nous demandent pas notre carte professionnelle. Une fois à l'intérieur, nous annonçons à nos visiteurs que nous sommes journalistes. En fait, je ne suis pas guide du tout, je suis journaliste. Ma collègue aussi. Moi, j'ai été recruté en une journée. On ne m'a pas demandé de curriculum vitae, on ne m'a pas demandé de vérifier mes cartes de guide. Les vacanciers n'y ont vu que du feu. Est-ce que vous vous étiez rendu compte que ça pouvait être un faux guide ou pas pour l'instant? Non, ça m'a interpellé aussi. Je me suis posé la question 2 secondes. Et après... Les touristes décident de rester groupés pour une visite express avant d'aller demander des comptes à l'agence, d'autant qu'ils se sont rendus compte d'une autre arnaque au niveau des prix. En fait, ce qui est arrivé, c'est qu'en parlant ensemble, on s'est rendu compte que nous deux, on avait payé 45 l'entrée, tandis que les autres avaient payé 35. Direction la société. Les touristes comptent bien se faire rembourser. Ils vont affronter la gérante. Ils étaient dans le groupe du français. Écoutez, on a un problème. On a acheté un billet, on était supposé avoir un guide français, un guide officiel. Oui? Mais ce n'est pas un guide officiel. Mais il nous a dit qu'il était diplômé. Ça, c'est selon vous. Non, il nous a dit qu'il était guide officiel. Que s'est-il passé? La femme commence à perdre ses moyens face aux touristes. Alors, qu'est-ce qu'on fait du coup? Vous nous remboursez? Ne vous inquiétez pas, vous allez avoir votre argent. Ici, personne n'arnaque personne. Nous sommes une agence de guide officielle. Nous lui révélons alors que nous sommes journalistes et nous lui demandons de se justifier. Très rapidement, le ton monte. Maintenant, dehors! Dégagez! Ok, on s'en va. Dégage de mon agence! T'as gardé le truc? Oh, on se calme. Donne-moi tes papiers. Non, on s'en va. On nous pousse vers la sortie. Manifestement, nous avons mis le doigt sur un sujet sensible. Dégage! Ok, on va appeler la police. Arrête, ne les touche pas. C'est alors que les employés s'en mêlent. Vous n'irez nulle part, les gars, de toute manière. Notre journaliste est pris à partie par les hommes de l'agence. Ils tentent de l'intimider. Je t'ai dit de dégager, t'es qu'une merde! Je vais vous faire un cul comme ça, tous les deux. Ah, et en plus, vous nous menacez. L'Italie, c'est tout petit, vous savez. Vous ne comprenez pas contre qui vous êtes en train de jouer. Vous pouvez pas vous barrer comme ça. Après les insultes et les menaces physiques, nous décidons de partir pour notre sécurité. En Italie, le tourisme pèse près de 170 milliards d'euros par an. Ce secteur est tellement lucratif qu'il intéresse la mafia. À Rome, elle est présente partout, au point de s'afficher sans complexe dans les rues. En août dernier, l'enterrement d'un des boss de la capitale défraie la chronique. Son clan défie les autorités en faisant défiler son cercueil tiré par 6 chevaux sur la musique du parrain. Un hélicoptère largue des pétales de rose. La mainmise du crime organisé sur Rome a été révélée en décembre 2014. 37 arrestations et une centaine de mises en examen. Un scandale de corruption sans précédent au sein même du conseil municipal. Nom de l'opération, Mafia Capitale. Dans l'œil du cyclone, des dizaines d'élus, mais surtout l'ancien maire de Rome, Gianni Alemanno, à la tête de la ville jusqu'en 2013.
Le nouveau maire, Ignazio Marino, tente de remettre de l'ordre dans la capitale et il a fait venir du renfort. Spécialement détaché à Rome, de Palerme en Sicile, voici le juge antimafia Alfonso Sabella. Il vient de prendre ses nouveaux quartiers à la mairie, comme adjoint à la légalité. Ça, c'est mon bureau. Disons que c'est ici que je travaille pour être plus proche du maire. Avec une vue extraordinaire. Dans son bureau, rien, à part des insignes. L'homme reste humble face à sa carrière déjà bien remplie, à faire trembler les plus grands parrains de la mafia. Avant, à Palerme, je me suis principalement occupé des boss mafieux. J'ai d'ailleurs arrêté Brusca, qui est l'assassin du juge Falcone. Les images de son assassinat en 1992 avaient fait le tour du monde. Un pan entier d'autoroute avait sauté sous la voiture du juge. À 57 ans, les faits d'armes d'Alfonso Sabella lui valent d'être constamment menacé par les grands boss. L'un d'entre eux, Vito Vitale, a même tout mis en œuvre pour se débarrasser de lui. On a appris par plusieurs sources qu'il voulait attenter à ma vie, avec des missiles RPG-7. D'ailleurs, on en a confisqué 13. Face aux menaces, le juge a dû utiliser des subterfuges plus d'une fois pour sauver sa peau. Très souvent, je me suis déplacé, par exemple, dans un fourgon de surgelés qui fournissait le tribunal. Parfois, je m'y suis même rendu caché dans une ambulance. Demain, il sera à la tête d'une importante opération de police qui se déroulera dans un bastion de la mafia romaine, à Ostie. Située à 15 km du centre historique, Ostie est la station balnéaire prisée de la commune de Rome. 1 million de touristes profitent de ces plages chaque année. Problème, une grande partie de cet endroit est aux mains du crime organisé. Il y a plusieurs années, il s'est octroyé illégalement des bouts du littoral entier sur des dizaines de kilomètres. Il est 6 h du matin. C'est aujourd'hui qu'Alfonso Sabella s'attaque à l'un des établissements mafieux de la station balnéaire. Il y avait 5 paillotes. On en a déjà démoli 2. Et la 3e, c'est le propriétaire qui l'a fait de lui-même quand il a compris qu'on ne rigolait pas. Et celui où nous allons maintenant, le patron ne l'a jamais fait. Comme on a toutes les autorisations, on y va. Disons qu'on essaye de ramener un peu d'ordre. L'opération a été tenue secrète jusqu'au dernier moment. On est arrivé. 50 policiers investissent les lieux et comptent sur l'effet de surprise. Ils ne savent pas si les propriétaires sont déjà sur place. C'est une des paillotes les plus moches, celle-là. Ça, c'est complètement illégal. Ça ne doit pas être là. Toute cette partie. Ce restaurant-là, c'est illégal. Ici, avant, il y avait une dune. Comme celle-là et comme celle-là. Mais ils les ont aplaties sans autorisation. Pourtant, regardez comme elle est belle, cette plage. À l'origine, c'était une plage publique. Elle a été transformée illégalement en propriété privée. Ici, la tranquillité des vacanciers a un prix. Cet établissement loue 2500 transats quotidiennement à 7 € pièce. Total, 17 500 € de recettes par jour, sans compter les locations des pédalos et la restauration. La fraude est inestimable. Ici, les propriétaires véreux n'ont rien déclaré depuis 7 ans. On n'a eu aucun contrôle sur ce qui s'est passé à Ostie ces dernières années. Alfonso Sabella est le premier juge à frapper un grand coup à Ostie. La démolition de ce restaurant de 700 mètres carrés touche directement au portefeuille des mafieux. On a dit à l'équipe de ne pas casser les verres, parce qu'en fait, les employés ont fait exprès de mettre la table. Comme ça, si on casse un truc, ils peuvent nous demander des dommages et intérêts. En même temps, puisqu'ils ne paient rien à la mairie, on peut bien casser quelques trucs. Avant de tout démolir, les ouvriers de la commune doivent donc tout emballer le plus délicatement possible. Le juge en profite pour faire un petit état des lieux, et c'est édifiant. Vous avez senti l'odeur? Le poisson est déjà décongelé.
Ça, c'est ce que les clients mangent ici. Si le juge n'est pas prêt de manger ici, il espère tout de même qu'un jour, Ostie ne sera plus une zone de non-droit. C'est mon rêve de pouvoir manger à Ostie, de venir à Ostie, de m'asseoir dans un restaurant, de payer, d'avoir une vraie facture et de manger tranquille. Mais actuellement, je ne peux pas le faire. Après 25 ans de carrière, le juge Sabella connaît bien ses adversaires. Il sait qu'il doit se tenir toujours prêt. On met les pelleteuses dans cette position parce qu'en cas de problème, on n'a plus qu'à donner un ordre et l'opération démarre, quoi qu'il arrive. C'est une petite technique que l'équipe en charge des démolitions connaît maintenant depuis plusieurs années. Alfonso Sabella a eu du nez. Les problèmes ne sont plus très loin. C'est qui? Il est 7 heures. La gérante des lieux arrive en donnant de la voix. Ils vont arriver avec les avocats, avec la paperasse pour nous dissuader d'agir. C'est toujours la même chose. Mais quoi qu'il arrive, on va le faire. La femme, en pleine crise de nerfs, est tenue bien à l'écart du juge. Arrêtez, je fais ce que je veux. Ne me touchez pas. Je suis chez moi. Madame, on doit exécuter cette mesure. Ouais, bien sûr, à cause de l'autre salaud là-bas. Madame, contrôlez votre langage. Non, je modère rien du tout. Si, vous devez contrôler votre langage. Non, parce qu'ils me font passer pour une mafieuse. Mais moi, je travaille tous les jours, du matin au soir. Monsieur, vous pouvez l'éloigner un peu, s'il vous plaît? Ça fait 30 ans que je suis là. J'ai jamais volé un centime à personne. Calme-toi, tu vas faire un malaise. Calme-toi. Non, je reste ici. Je reste ici. La gérante appelle immédiatement à l'aide. Habitué des esclandres, Alfonso Sabella n'en reste pas moins prudent. La tête d'un juge anti-mafia est toujours mise à prix en Italie. Moi, j'ai déjà eu une altercation avec un propriétaire de ces paillotes. C'est clair que ce déploiement de force, ça peut paraître excessif, mais on ne sait jamais ce qui nous attend ici. On a pris la meilleure équipe de police, espérons que ça ne serve pas. Une demi-heure plus tard, c'est une avocate qui arrive. Elle va tout faire pour empêcher la démolition. C'est impossible, ça va contre la loi, je suis désolée. Vous ne pouvez pas commencer avant 9 h du matin. C'est pas un problème, si c'est un abus de ma part, j'en paierai les conséquences. Moi ici, je m'expose. Et pourquoi vous le faites alors? Je montre mon visage parce que l'administration précédente ne l'a jamais fait avant. Ça suffit. L'avocate ne lâche rien et veut jouer la montre. Le tribunal administratif me demande des photos des pelleteuses. Pouvons-nous attendre 5 minutes? Faites. S'il vous plaît, je peux faire les photos? Mais faites-les. On peut attendre 5 minutes? Non, écoutez. Nous, pendant ce temps, on attaque. Pas de quoi déstabiliser le juge Sabella. Il donne l'ordre aux pelleteuses de passer à l'action. Tout ça sous les yeux de l'avocate impuissante. La gérante, elle, continue d'insulter le juge. Ça y est, elle arrive. Hé, toi, le grand, viens là. Est-ce que tu te rends bien compte de ce que tu fais, poule mouillée? Et t'as même pas le courage de me répondre. Pourriture! T'as compris? C'est toi le mafieux. Pour le juge, c'est le mot de trop. Madame, je veux bien que vous me traitiez de pourriture, mais mafieux à moi? Non, ça ne se dit pas. Elle brasse de l'air. J'ai jamais eu peur de la mafia, c'est pas elle qui va me faire peur. J'ai donné ma vie pour combattre la mafia, donc me faire traiter de mafieux, non, c'est vraiment pas possible. Il est temps de partir pour le juge. L'opération est réussie, d'autant qu'un autre chantier l'attend, au cœur de la ville cette fois. Car dans sa politique de grand ménage, la mairie de Rome a décidé de s'attaquer à des établissements typiquement romains, les camions-bars. Ces échoppes ambulantes, on les trouve aux 4 coins de la cité éternelle, dans les endroits les plus touristiques. Au Colisée, bien entendu, mais aussi Piazza Venezia et au pied du Vatican. Ce jour-là, il fait 35 degrés à l'ombre et les touristes font la queue pour se rafraîchir.
Ça me paraît quand même intéressant d'avoir ce type de petite échoppe là. C'est quand même assez chaud. Et puis avec les 4 enfants là, ils veulent des glaces. J'ai pas vu de glacier à côté. Donc là, c'est quand même bien pratique d'avoir ce genre d'échoppe. Pourtant, dès demain, la mairie a décidé de chasser ces camions du centre historique. Officiellement, le maire voudrait faire de la ville un musée à ciel ouvert. Et ces camions-bars défigurent le précieux patrimoine romain. Incompréhensible pour ce glacier ambulant. C'est quelque chose d'absurde. C'est inconcevable. Moi, je suis ici depuis 35 ans. Mon père depuis les années 50. Alors je ne comprends pas ce que le maire nous reproche. Officieusement, le juge Sabella et le maire cherchent en fait à faire tomber un business au caractère mafieux. La plupart des camions-bars seraient entre les mains d'une seule famille, les Tredicine. Rien que dans le centre historique, ils posséderaient 42 des 68 emplacements disponibles. De quoi réaliser un chiffre d'affaires de 27 millions d'euros par an. Ce monopole, le clan l'aurait consolidé grâce à un appui de taille au sein de l'ancienne municipalité. Le nom de cet homme, Giordano Tredicine. Il aurait tout fait pour interdire l'ouverture à la concurrence des camions-bars et a d'ailleurs été arrêté lors du scandale de Mafia Capitale. Aujourd'hui, c'est son oncle, Alfiero Tredicine, qui est à la tête du business familial. Vive l'Italie des illégaux! Vive les vendeurs à la sauvette! Et les camions-bars à la maison! Et s'il s'agite, c'est qu'il estime que le maire se trompe de cible. Regarde. Regarde, lui, c'est un vendeur à la sauvette. Ça veut dire que demain, la ville sera livrée définitivement à tous ces vendeurs à la sauvette. Demain, ici, il y aura des policiers partout pour nous expulser, alors qu'ils n'ont pas été capables d'éliminer les milliers et les milliers de vendeurs à la sauvette. Chassés du centre historique, les camions des Tredicine devront désormais stationner en périphérie de la ville, sur des emplacements désertés par les touristes, comme ici, sur ce parking. Une humiliation pour Alfiero. On devra s'installer à cet emplacement et vendre ici. Vous pensez qu'on pourra vendre à quelqu'un? Moi, je ne vois personne ici. Il n'y a personne. Il y a juste une zone moche, dégradée. Ici, je vais tout perdre, parce qu'ici, on va encaisser exactement 0 €. Dans quelques heures, c'est l'expulsion. Mais les commerçants ne comptent pas se laisser faire. Le lendemain matin, les policiers de toute la ville sont là pour faire respecter l'ordonnance du maire. Les camions ambulants ne doivent plus passer. Au pied du Colisée, pourtant, quelques récalcitrants ont décidé de tenter leur chance face au cordon de police. Ce commerçant, lui, ne compte pas bouger, jusqu'à ce qu'on lui trouve un emplacement de qualité. Moi, je suis ni mafieux, ni bandit. Je viens juste pour travailler. À partir d'aujourd'hui, je ne vais plus gagner un centime. Parce qu'on m'envoie rue Carlo Felice. Mais allez voir comment c'est là-bas. Allez voir la porcherie que c'est. Avec les toxicomanes, les dealers, il y a tout. Alors aller là-bas pour prendre un coup de couteau, non, moi j'y vais pas. Malgré la colère des commerçants ambulants, le maire assume son coup de balai. Monsieur Marino, une question pour la télévision française, s'il vous plaît. À quel propos? Sur les camions-bars. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est un moment très important pour notre ville. Parce que l'idée de sauvegarder la zone archéologique centrale au cœur de Rome est une idée pour laquelle nous nous battons depuis longtemps. C'est important pour la ville? Important pour le monde même. Merci. À la mairie, le juge Alfonso Sabella se félicite lui aussi de cette belle victoire. Ne plus voir ces horribles camions-bars, c'est vraiment une grande émotion. Voir enfin la voie du Forum impérial dégagée et les vendeurs ambulants refoulés par la police, c'était vraiment quelque chose de fort. En fait, ici, l'idée, c'est de faire en sorte que plus personne ne puisse passer et que la rue devienne entièrement piétonne. Cette opération Grand Nettoyage, la mairie l'étend progressivement à tous les secteurs. Elle a notamment décidé de combattre ceux qui nuisent à l'image de marque de la ville éternelle, les restaurateurs qui arnaquent les touristes. À Rome, certains journalistes estiment que 70% des établissements ne seraient pas en conformité avec la loi.
Depuis un an, une brigade spéciale composée de policiers et d'agents de l'hygiène a été mise en place. Leur cible du jour, cet établissement juste en face du Colisée. Giorgio, le commissaire, a déjà repéré une grave anomalie. Ça, ce n'est pas un hôtel. Il n'a pas les autorisations pour exercer. Le restaurateur aurait ouvert un hôtel illégalement. Il s'est aussi approprié le trottoir pour installer sans autorisation sa terrasse. Vous n'avez pas d'autorisation pour les tables sur la voie publique. Oui, c'est vrai, ça a été suspendu. Alors vous devez enlever les tables. Et le contrôle est loin d'être terminé. La salle est pleine et l'établissement a plutôt l'air engageant. Mais Monica, la responsable de l'hygiène, va avoir des surprises dans les cuisines et dans la remise. Est-ce que le contrôle se passe bien? Non, il n'y a rien qui va. Ce restaurateur qui sert des centaines de plats chaque jour est visiblement peu regardant sur la propreté. Il y a de vieux restes de nourriture par terre et des blattes un peu partout. Celles-ci n'ont pas survécu à la fuite d'un bidon de détergent. Celles-ci sont mortes à cause de la présence de produits chimiques qui sont destinés au nettoyage. Mais ça veut surtout dire qu'il y en a d'autres qui se baladent. Ça, par exemple, c'est un produit corrosif. C'est du décapant pour la vaisselle. Normalement, ces bidons devraient être stockés à l'écart pour ne pas risquer de contaminer la nourriture. À l'intérieur des frigos, c'est encore pire. Tout est périmé. Depuis longtemps. Ça aussi, c'est de la viande non étiquetée. Et celle-là, la date limite de consommation se terminait le 4 juillet. Pour Monica, la décision est prise. Allez, laisse tomber. De toute façon, je sais tout fermer. Ça, c'est très dangereux pour la santé publique. Ça peut empoisonner quelqu'un. Mais vous envoyez les gens en prison à cause de ça? C'est vous qui envoyez les gens à l'hôpital avec ce genre de nourriture. Faut tout jeter. Tout ça. Oui, vous avez raison. Va regarder là-bas. C'est étrange qu'il n'y ait pas d'étiquette tout de même. Dans les quartiers touristiques de Rome, Monica constate régulièrement avec tristesse de telles pratiques. Il y a une semaine, dans un autre établissement, on a détruit plus ou moins 100 kilos de nourriture congelée. Tout était dans un très mauvais état de conservation. Je peux? Oui, je vous en prie. Monica ordonne la destruction immédiate des denrées. Plusieurs kilos de viande et de poissons avariés sont aspergés d'eau de javel. Curieusement, le restaurateur n'est pas choqué par ce qui vient de se passer. Je vais devoir tout remettre en règle, travailler pour tout remettre au propre. Mais c'est juste. En plus des travaux de nettoyage et de rénovation, il devra payer une amende de plusieurs milliers d'euros. En attendant, le restaurant a fermé. Cela fait 6 mois qu'Alfonso Sabella a pris ses fonctions. Ses premières opérations commencent à porter leurs fruits. Mais il est bien conscient qu'il reste énormément à faire. Les citoyens romains sont encore, à juste titre, en colère, car ils se disent que la ville n'a pas changé. Nous avons suspendu beaucoup de chantiers, l'entretien des espaces verts, l'entretien des routes. Tout ça à cause du scandale Mafia Capitale. On est en train de repartir du bon pied, dans la légalité. Mais on demande encore un peu de patience aux citoyens. Le problème, c'est que certains citoyens perdent patience. Et ils se tournent vers des partis politiques extrémistes. Services publics en panne, 22 milliards de dettes, migrants de plus en plus nombreux. Les néofascistes romains profitent de la situation pour recruter des partisans. Et l'une de leurs cibles, ce sont les lycéens. À 20 ans, Andrea est le leader d'un groupe étudiant rattaché au parti fasciste, Forza Nova. Ça, c'est une croix celtique. Pour nous, c'est un symbole plus qu'actuel. Et la nouvelle jeunesse européenne doit s'accrocher à ça. Parce qu'en plus d'être des symboles forts, ce sont des symboles catholiques et chrétiens. Ce matin, avec son équipe, il organise une opération de tractage devant un établissement scolaire. Michele, Angelo, allez, on se bouge. Caroline, mets-toi là.
Il n'a que quelques minutes pour écouler ses 200 prospectus. Objectif, faire connaître son parti, mais l'opération n'est pas toujours évidente. Aujourd'hui, la jeunesse est complètement endormie par les drogues. C'est difficile de trouver des jeunes qui veulent vraiment faire de la politique. Les jeunes, ainsi enrôlés, sont ensuite appelés à agir sur le terrain. Cette cave est le quartier général du groupe néofasciste. Ces étudiants âgés de 14 à 20 ans s'apprêtent à mener une opération coup de poing. Ils veulent bloquer l'arrivée d'une centaine de migrants en banlieue de Rome. Leur leader, Alfredo Iorio. Nous avons une grande force de jeunes ici. C'est incroyable. Ils en ont marre du blabla de la télévision, des journalistes et du formatage. On veut qu'ils combattent, parce que la fête est finie. Dehors, sa petite armée est sur le départ. Direction La Storta, un quartier pavillonnaire où doivent s'installer les migrants. Une arrivée qui n'est pas au goût des habitants, dont cette femme, aux propos choquants. Je suis très inquiète parce que je connais les personnes qui vont arriver, enfin, je connais leur culture, donc je suis très inquiète parce que ces gens-là n'ont rien à faire toute la journée, ils viennent dans les maisons, ils viennent voler partout. Donc c'est une chose vraiment épouvantable, on n'en peut plus, on n'en peut vraiment plus. Et puis qu'est-ce qu'ils viennent faire ici? Nous, on n'a pas de travail pour les Italiens. Comment on peut donner du travail à eux? On n'en a pas. Et alors, c'est impossible. Les migrants doivent être logés ici, dans ce bâtiment, une ancienne école du quartier. La jeunesse fasciste vient prêter main forte aux riverains. C'est aussi une manière de recruter des militants ou des électeurs. Mais pour l'instant, la mairie de Rome, très critiquée, s'est bien gardée d'annoncer publiquement la date d'arrivée du bus. Les jeunes et les riverains vont camper ici plus de 3 semaines. Lorsque finalement le bus arrivera, les manifestants se heurteront violemment à la police. À Rome, bon nombre de ces partisans d'extrême droite se retrouvent et se déchaînent autour d'une même passion, le football. Les hooligans de la Lazio ne cachent pas leur appartenance politique. Le problème, c'est qu'à Rome, il y a 2 équipes pour un seul stade. Et face aux bleus et blancs de la Lazio, il y a les rouges et jaunes de la Roma. Eux sont d'extrême gauche. Et lorsque ces 2 équipes se rencontrent, c'est la guerre. Nous avons réussi à pénétrer l'univers des ultras de la Lazio. Leurs témoignages sont rares. Après de longues tractations, nous avons rendez-vous avec l'un des leurs, Daniele. Vous pouvez me dire où on va? Non, je ne peux pas te dire où on va. Mais c'est ici, à Rome. À 24 heures d'un nouveau derby romain, les hooligans se retrouvent dans ce hangar. À l'intérieur, armés de pinceaux et de balais, ils préparent une banderole de leur scénographie, les flammes de l'enfer. L'enfer étant l'équipe adverse. Pour éviter une descente des ultras de la Roma, Daniele et ses amis ont tenu ce lieu secret. À chaque derby, on change d'endroit. Ce n'est jamais le même. En revanche, ceux qui viennent sont toujours les mêmes, des ultra fidèles. Et tout autour, il n'y a que des ultras, les supporters les plus virulents, mais aussi les plus dangereux. Il y a 90 minutes de match. Tu dois démontrer que tu es supérieur à l'adversaire au niveau de l'ambiance, au niveau de la scénographie de ta tribune et au niveau de l'intelligence des slogans. Et ta supériorité, elle doit continuer après le match. Et souvent, après le match, qu'ils perdent ou qu'ils gagnent, les ultras n'ont qu'une envie, en découdre avec leurs adversaires et la police. L'un des repères des ultras, c'est ce salon de tatouage. Il appartient à Daniele et Francesco. Ces 2 tatoueurs reproduisent à tour de bras et à main levée l'emblème du club, l'aigle de la Lazio. Ça, c'est le symbole de la Lazio, le symbole officiel. Moi, je l'ai ici. Combien de fois tu l'as tatoué? Beaucoup. Maintenant, je le fais de tête.
La grande différence, c'est que toutes les autres équipes du monde ont leurs supporters. Nous, on n'est pas des supporters, on est un peuple. Et ce peuple a une idole que Francesco a tatouée dans son salon, l'un des plus célèbres joueurs du club, connu pour ses frasques fascistes. Lui, c'est Paolo Di Canio. C'était un joueur de la Lazio, mais aussi un vrai supporter. Il a d'abord été ultra, puis il a eu l'honneur de jouer sur le terrain. En 2005, en direct, Di Canio choque le monde entier avec, face au virage nord, un salut fasciste qui lui a valu une lourde condamnation. Car dans le virage nord, l'extrême droite a pris ses quartiers depuis des années. Ses membres se sont surtout fait remarquer par leurs banderoles à caractère antisémite et leurs insultes envers les joueurs de couleur noire, des insultes clairement racistes. Daniele, lui, a une interprétation différente. C'est du foutage de gueule. Comme tu dirais, grosse merde à un blanc. Moi, je comprends pas pourquoi ça, ce n'est pas considéré comme une insulte. Et espèce de singe, ce serait insultant. Ce sont des choses qu'on dit pour déstabiliser le joueur. Si lui, par exemple, je sais qu'en lui criant « blond de merde », il se sent déstabilisé, alors je vais lui crier « blond de merde ». Mais ce n'est pas parce que j'ai quelque chose contre les blonds. Tu comprends? Mais vous êtes raciste, fasciste. Absolument, oui. Les supporters de la Lazio sont d'extrême droite. Mais ça, on s'en cache pas. En France, tenir en public ce genre de discours est un délit qui peut coûter jusqu'à 1 an de prison et 45 000 € d'amende. Demain, Daniele et les ultras vont mettre la ville à sac. Ouais, la Lazio est en nous. Le résultat du match nous importe peu. On gagnera toujours. Avec ce genre de tatouage sur nous, on ne peut jamais perdre. En fin de journée, Daniele et Francesco ont un rendez-vous très spécial. Les ultras de la Lazio invitent à dîner des hooligans polonais, eux aussi d'extrême droite. Ils sont venus spécialement de Cracovie pour prêter main forte à la Lazio dans les tribunes et après le match. Ces hommes bodybuildés et au crâne rasé se font appeler les Wisła Sharks. Ce ne sont pas des tendres. Sur cette vidéo, tournée en 2011, un supporter de Cracovia Krakow, l'équipe rivale des Wisła Sharks, est pourchassé en pleine rue. La traque se termine dans un buisson. L'homme va décéder de ses blessures, 64 coups de couteau et de machette. Dans la voiture, Francesco et Daniele nous expliquent comment se forgent les alliances dans le milieu ultra. Il y a des ultras amis et ennemis? Oui, bien sûr. Il y a des circonstances qui rapprochent. Par exemple, la politique. À la Lazio, beaucoup de nos alliances sont liées au fait que tu rencontres des supporters qui épousent les mêmes idées politiques que toi. Ça y est, on est arrivé. Le dîner entre ultras a lieu dans un hôtel prestigieux. À notre arrivée, les hooligans de Cracovie demandent à ce que l'on arrête de filmer. Pas de caméra à l'intérieur. Nous continuons à enregistrer discrètement. Les Wisła Sharks de Cracovie ont fait le déplacement en masse pour assister au derby et soutenir la Lazio face à la Roma. Ils sont une 60aine. Salut les gars. Le dîner prend des allures de banquet de mariage. Ce soir, les ultras de la Lazio régalent et ils ont mis les petits plats dans les grands pour soigner leurs invités. Nappe blanche, bon vin italien et ambiance Charleston des années 30 pour ces nostalgiques de l'époque fasciste. L'homme qui dirige les ultras de la Lazio, c'est lui. On l'appelle le Chinois. Il assure l'intérim en tant que chef des hooligans. Son prédécesseur, qui se faisait appeler Diabolique, est actuellement en prison. Tout d'un coup, entre le fromage et le dessert, tout le monde se lève. Allez, on fait la photo avec la svastika. Les ultras nous demandent de les prendre en photo avec leur téléphone portable. Nous profitons de l'agitation pour sortir le nôtre et tourner cette vidéo. Salut fasciste et drapeau nazi, les hooligans entonnent un chant anticommuniste. En France, la mise en valeur de ce drapeau en public peut constituer le délit d'apologie des crimes de guerre commis par les nazis. La photo de groupe
va immortaliser l'alliance. Fin du dîner. La rigueur militaire des Polonais a fait forte impression auprès des Italiens. T'as vu? Il y a 50 personnes et tu n'entends pas une mouche voler. Personne ne parle. Quand le chef leur dit « allez dormir », ils vont dormir, sans broncher. Leur chef leur dit « ok, vous pouvez boire », tout le monde boit. Lendemain matin, début du jour J. La ville se prépare à accueillir des milliers de supporters. Dès 11 h, l'ambiance est électrique. Plus de 400 hommes, carabinieri, policiers d'État ou des brigades mobiles quadrillent le secteur. En plein centre-ville, les ultras de la Lazio donnent déjà de la voix. Et leurs nouveaux amis, les ultras de Cracovie, sont évidemment de la partie. Les Wisła Sharks s'affichent, imposants et torse nu dans les rues de Rome. Après quelques photos souvenirs, le bras levé, direction le stade olympique. L'armée bleue écrase tout sur son passage, même les barrières installées par la police. En première ligne du cortège, les hooligans de Cracovie, cagoulés. À l'entrée du stade olympique, tout le monde est fouillé, de la tête aux pieds. On est les meilleurs d'Italie, de l'Europe et du monde. Prends ça! Même un simple briquet est confisqué. Massimo, le chef de la sécurité, est sur le qui-vive. Il se prépare déjà à l'après-match. C'est OK pour tout le monde? Je passerai vous voir plus tard. Merci à tous, travaillez bien. C'est de loin le pire jour de l'année pour lui et ses hommes. D'habitude, quand l'AS Roma joue, ici c'est un peu sensible. Parce que tous les supporters convergent au même endroit. Donc la tension est au maximum. Lazio-Roma, il y a des rivalités surtout politiques qui font que les deux groupes de supporters ne s'entendent pas. Ce ne sont pas les 9000 supporters du virage qui causent des soucis. C'est juste une petite partie. Mais même en étant 100 ou 150, ça crée des gros problèmes à l'extérieur. À l'intérieur, le virage nord de la Lazio est prêt à affronter le virage sud de la Roma pour le match le plus important de l'année. En jeu, une qualification directe pour la Ligue des Champions. Les Ultras ont exceptionnellement toléré notre caméra au cœur de leur virage. Quant à leurs invités venus de Pologne, ils leur ont réservé les meilleures places. Ambiance survoltée dans la tribune de l'extrême droite. C'est le moment de faire le show. Il a été tenu secret jusqu'au dernier moment. Les flammes de l'enfer aux couleurs de l'équipe adverse sont éteintes par l'aigle de la Lazio. Un tableau qui symbolise la supériorité des bleus et blancs. En face, les supporters d'extrême gauche sont remontés à bloc. Mais la Lazio a remporté la première bataille, celle des tribunes. La seconde manche, le match tourne au vinaigre à la 72e minute. L'AS Roma ouvre le score. Dans les gradins, Daniele et Francesco ont le moral dans les chaussettes. Après quelques minutes, c'est l'égalisation. Le virage nord exulte. En face, la Roma encaisse. Mais l'égalité est de courte durée. À moins de 10 minutes de la fin du match, la Roma prend sa revanche. Au coup de sifflet final, 2-1 pour les jaunes et rouges. Daniele est déçu, mais il a déjà prévu de régler ses comptes à l'extérieur du stade. Bon ben, ça se termine comme ça. Mais il y a encore un match qui nous attend. Les joueurs ont perdu, mais nous on doit gagner dehors.
Nous ne pourrons pas suivre Daniele. Les ultras refusent notre caméra pour le combat final. Dans la rue, les policiers ont eu raison de se préparer au pire, car les laziales déclenchent le chaos en pleine ville. Fumigène, cocktail Molotov. La police doit contenir les foules et éviter que les deux clans de supporters ne se croisent. Les autorités bénéficient d'un appui aérien et utilisent de sol des camions anti-émeutes équipés de canons à eau. Quelques ultras sont arrêtés. Assieds-toi, assieds-toi. Après 2 heures d'affrontement, la tension baisse. Massimo, le chef de la sécurité, peut souffler un peu. L'offensive a été violente, assez massive. Il y a même eu des cocktails Molotov, quelques bouteilles ont été lancées sur les policiers, mais avec 2 ou 3 actions ciblées, on les a repoussés. Au petit matin, ce n'est pas la victoire de la Roma qui fait la une des journaux, mais ce fait divers. 2 supporters de la Roma, pris à partie avant le match, gravement poignardés à l'abdomen aux abords du stade. Daniele, le tatoueur de la Lazio, nous confirmera que les agresseurs appartenaient bien à son camp. Quelques jours plus tard, c'est une autre actualité qui va secouer la ville. Rome est placée sous tutelle. Le Premier ministre italien, Matteo Renzi, vient de nommer un préfet pour épauler Ignazio Marino dans son grand ménage. Il est urgent d'agir, car Rome attend en 2016 des millions de pèlerins supplémentaires, le pape ayant annoncé un jubilé exceptionnel. D'ici là, dans moins d'1 mois, le maxi-procès de Mafia Capitale va s'ouvrir, avec 59 prévenus sur le banc des accusés.